Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respirer, c'est vivre. La respiration est vitale. On peut se passer de boire pendant quelques jours et de manger pendant quelques semaines, mais sans respirer, on ne peut pas survivre au-delà de quelques minutes. Respirer nous semble si naturel, si automatique. En effet, on respire le plus souvent sans en avoir conscience, sans même y penser. Les milliers de milliards de cellules qui composent notre organisme ont besoin d'oxygène pour métaboliser l'énergie dont elles ont besoin pour fonctionner. C'est l'hémoglobine dans le sang qui va véhiculer l'oxygène inspiré par les poumons jusqu'à chacune des cellules. Elle transportera en retour le gaz carbonique, le déchet produit par la respiration cellulaire, jusqu'aux poumons afin qu'il puisse être évacué de notre corps par l'expiration. C'est la respiration. Après cette introduction, il faut que je fasse une très bonne inspiration, suivie par une expiration pour pouvoir débuter notre programme L'être humain de notre plateforme Lumière islamique de l'Institution islamique sociale, dont l'émission aujourd'hui est titrée par l'asthme, qui est une des maladies pulmonaires très fréquentes. J'ai l'honneur d'accueillir sur la plateforme de Lumière islamique de l'Institution islamique sociale Dr Ali Badruddin, pneumologue libéral, spécialiste des maladies des voies respiratoires, exploration fonctionnelle respiratoire, fibroscopie bronchique, allergologie respiratoire et membre de la Société sénégalaise de pneumologie. Bonjour docteur, bienvenue sur notre plateforme. Bonsoir madame, merci de m'avoir invité. C'est un honneur que vous me faites de me faire participer à cette émission. Vous êtes venu me voir, c'est avec plaisir que je vous ai reçu et c'est un véritable honneur d'accepter cette invitation. J'espère que cette émission sera utile et rendra service aux différents patients. Okay. Merci beaucoup, docteur. Docteur Badruddin, vous êtes spécialiste des maladies des voies respiratoires. Peut-on commencer l'émission par de quoi est composé le système respiratoire? Quel est l'organe principal et comment fonctionne-t-il? Alors, le système respiratoire se situe à deux étages, en fait, à deux niveaux. Vous avez le système respiratoire, donc les voies respiratoires hautes qui prennent le nasopharynx, larynx, et les voies respiratoires basses à partir de la trachée et des bronches, des bronchioles et des alvéoles. C'est ce qu'on appelle l'appareil respiratoire bas, qui sert en fait à la respiration et surtout qui permet l'échange afin de véhiculer l'oxygène dans les différents tissus, ce que vous avez très bien expliqué dans l'introduction. Peut-on citer quelques maladies pulmonaires, docteur? Écoutez, et laquelle la plus fréquente? Voilà, des maladies pulmonaires, en fait, vous avez plusieurs maladies pulmonaires dans différents chapitres, en fait. Vous avez des maladies pulmonaires vasculaires, vous avez des maladies pulmonaires qui sont liées au tabac, vous avez des maladies pulmonaires allergiques, dont on inclut l'asthme, qui est la maladie pulmonaire la plus fréquente. Il ne faut pas oublier aussi le volet des maladies infectieuses pulmonaires. Ok. Bon, quelles sont les causes de l'asthme? Alors, l'asthme, il faut savoir qu'il y a déjà une prédisposition génétique et que c'est une maladie multifactorielle. Avec pour définition, c'est une maladie inflammatoire chronique multifactorielle, c'est-à-dire vous avez plusieurs causes, plusieurs facteurs qui peuvent déclencher un asthme. Peut-on savoir les manifestations de l'asthme? Alors, la maladie, en fait, il faut parler de maladie asthmatique, les différents symptômes. Le symptôme principal, c'est la gêne respiratoire sifflante. Il existe également, il y a surtout d'autres manifestations cliniques, une toux nocturne, peut-être un équivalent d'asthme, une sensation d'oppression thoracique et surtout une difficulté à expirer l'air. Ok. Donc l'essoufflement encore, c'est comme la dyspnée que... L'essoufflement, c'est une dyspnée. Okay. Et la particularité de la dyspnée dans l'asthme, c'est une dyspnée à bradypnée, c'est-à-dire à une fréquence respiratoire basse, expiratoire. Vous avez un freinage à l'expiration. Okay. C'est la caractéristique de la dyspnée dans l'asthme.
Ok. La dyspnée nocturne, elle est beaucoup plus... En fait, l'asthme est défini comme une gêne respiratoire plutôt vespéro-nocturne. Les crises d'asthme surviennent généralement en fin de journée et dans la nuit. Ok, d'accord. Peut-on dire que l'asthme, c'est une maladie grave? Ben, écoutez, autant l'asthme est un symptôme léger, autant c'est une maladie en phase aiguë, peut vous emmener dans un service de réanimation. Ok. Effectivement, la maladie asthmatique, la crise d'asthme, autant peut être bénigne et rapidement résolutive qu'elle peut s'aggraver et vous envoyer encore une fois, je vous dis, vers un service de réanimation. Donc si l'asthme n'est pas contrôlé, peut-on dire que c'est une maladie qui est grave? Oui, enfin, l'asthme de nos jours, si vous voulez, on a la maîtrise, en fait, on a les possibilités, on a tout l'arsenal thérapeutique de contrôler la maladie asthmatique. Bon, quelles sont les conséquences alors d'un asthme qui n'est pas contrôlé? Un asthme qui n'est pas contrôlé, déjà, c'est la qualité de vie qui est perturbée. Les vacations à vos activités quotidiennes, le handicap, vous ne pouvez pas faire de sport, l'absentéisme scolaire chez l'enfant et l'absentéisme au travail des gens malades, des asthmatiques. Donc voilà le handicap. Et c'est vrai qu'un asthme qui n'est pas contrôlé, qui est persistant, qui est vieillissant, vous entraîne vers un handicap respiratoire. Pourquoi dit-on qu'une personne asthmatique elle ne peut pas faire des activités physiques, sportives, pourtant... Ah non, c'est fini ça, c'était des idées reçues. De toute façon, actuellement, avec la prise en charge de la maladie asthmatique, l'arsenal thérapeutique qu'on a à notre disposition pour assurer un contrôle de l'asthme, l'activité physique fait partie du traitement de l'asthme. C'est sûr qu'il ne faut pas s'aventurer à pratiquer des exercices physiques, et l'asthmatique en particulier, dans des situations de pollution atmosphérique, dans une atmosphère un peu froide et en période d'un asthme déstabilisé. Okay. Mais sinon, en période stable, l'activité physique fait partie du traitement de l'asthme. Docteur, on entend souvent, ou bien peut-on dire que l'asthme est un facteur de risque de la Covid-19? Toujours on entend ça, et ce sont des gens qui m'ont demandé de vous poser cette question-là. Non, écoutez, l'asthme, c'est pas la maladie asthmatique qui va faire du sujet qui soit plus sensible à être infecté par la Covid-19 qu'un sujet non asthmatique. D'accord? La Covid-19, en fait, l'infection pulmonaire liée à la Covid-19 est plus une pneumonie qu'une bronchite. D'accord? Okay. Donc, ce n'est pas parce qu'il est asthmatique qu'il va faire une Covid plus sévère qu'un sujet qui n'est pas asthmatique. D'accord. On a parlé des complications et des conséquences du cas d'asthme non contrôlé. Maintenant, au contraire, si on est conscient des symptômes, d'accord, comment peut-on réagir? Parle-t-on maintenant du diagnostic? Quels sont les examens qui permettent de diagnostiquer l'asthme? Voilà. Déjà, le premier point à connaître, en fait, c'est déjà connaître la maladie asthmatique. Ouais. D'accord? Accepter le diagnostic. D'accord? Pour faire le diagnostic, on a plusieurs moyens. C'est vrai qu'une crise d'asthme, le diagnostic est très facile. Le diagnostic est très facile. Quelquefois, vous recevez un asthmatique, vous n'avez même pas besoin de l'ausculter. C'est l'appareil qu'on utilise pour ausculter. C'est un stéthoscope. C'est pour écouter les sifflements qui sont caractéristiques de la crise d'asthme. Et comme je vous disais, quelquefois, vous n'avez même pas besoin d'ausculter le patient. Il arrive dans votre cabinet avec des sifflements audibles à distance, avec un freinage expiratoire. Voilà. Alors, la physiopathologie, en fait, vous savez, les bronches, c'est un système de calibre et de diamètre. Le calibre d'une bronche normale, où l'air passe normalement, il n'y a pas de sifflement, parce que le diamètre est conservé pour la longueur. D'accord? Dans la crise d'asthme, qu'est-ce qui va se passer? Par endroits, vous allez avoir un petit rétrécissement du calibre. À quoi dû ce rétrécissement? À une bronchoconstriction, à un spasme de la bronche. Voilà, un spasme bronchique. Il se rétrécit et l'air qui passe
vous allez entendre un sifflement. C'est un système de tuyauterie. Vous prenez un tuyau d'une certaine longueur, vous soufflez avec un diamètre normal, vous soufflez dedans, l'air passe très bien. Vous retrécissez par endroits, vous sifflez, vous allez entendre un sifflement. D'accord? Voilà. En fait, ça se résume à ça. Voilà une branche normale. Le calibre est bien libre, bien ouvert, la branche. Et dans la crise d'asthme, vous avez un retrécissement, et puis un retrécissement du calibre bronchique. L'air passe vraiment de manière très très fine, quoi, à travers un calibre rétréci. Maintenant, on peut entendre un sifflement très aigu. Oui. Peut-on dire ça? Oui, c'est un sifflement. Ok. Donc, je vous ai demandé les examens qui permettent de diagnostiquer l'asthme. Voilà. Donc, le premier examen, il est clinique. Ok. Il est clinique. Donc, lorsque le patient arrive, il est essoufflé. On appelle ça une dyspnée expiratoire avec freinage. À l'auscultation, vous avez des râles sibilants à l'expiration. Ça, c'est le diagnostic le plus facile. Maintenant, vous pouvez avoir un sujet porteur d'une maladie asthmatique, mais sans véritable manifestation clinique typique, avec les sifflements. Ça peut être une toux spasmodique, équivalente d'asthme, une sensation d'oppression thoracique. Alors, le moyen de faire le diagnostic de l'asthme, c'est une exploration fonctionnelle respiratoire. C'est à l'aide d'un spiromètre. C'est un petit appareil dans lequel vous faites souffler le patient. Ça va vous donner les débits et les volumes. Ça va explorer les gros troncs et les petites voies aériennes. Parce qu'il peut exister un asthme latent sans symptomatologie clinique, mais avec une fonction perturbée, parce que c'est les bronches les plus distales qui sont obstruées. Et ça s'objective grâce à cet appareil qui permet de mesurer ces débits expiratoires proximaux. Vous mesurez le volume expiratoire maximal par seconde. Voilà, c'est le VEMS. Ça explore les gros troncs. Okay. La trachée et les grosses bronches. Ok. D'accord. Les deux branches. Okay. Voilà. Et puis le DEM 25, 50, 75, lui, c'est pour les bronches les plus distales. Okay. Vous pouvez avoir un VEMS normal et des DEM 25, 50, 75 diminués. Okay. C'est ce qu'on appelle la maladie des petites voies aériennes. Ok. Bon, docteur, si le VEMS, le volume expiratoire maximal par seconde, est anormal, qu'est-ce que vous faites? Vous passez pour un autre... Alors là, on fait un test de bronchodilatation, un test de réversibilité. Si on a une fonction qui est pas normale pendant l'examen, on fait ce qu'on appelle un test de réversibilité. On utilise un bronchodilatateur. Vous savez que l'asthme, c'est une bronchoconstriction. Donc, pour lever la constriction, il faut quelque chose qui le dilate. Dilate les muscles des parois. Les muscles bronchiques. Et ça, c'est les bronchodilatateurs d'action rapide. C'est un test de réversibilité. D'accord. Voilà. Pour voir si c'est un asthme qui est réversible au traitement ou alors c'est un asthme vieilli, ancien et fixé. Ok. Voilà. Et si le VEMS est normal, qu'est-ce que vous faites? Vous passez pour le test de provocation bronchique? Voilà, les tests, si on a un sujet qui a une symptomatologie d'appel, c'est vrai que ce n'est pas la véritable crise d'asthme avec les sifflements, c'est un équivalent d'asthme, une toux nocturne, une toux épisodique, spasmodique. Pour faire le diagnostic de l'asthme, effectivement, on fait des tests de provocation bronchique à l'aide d'un produit qui, lui, va entraîner une bronchoconstriction. Par contre, cet examen, il ne peut pas se faire au hasard et il ne peut pas qu'il se fasse n'importe où et n'importe comment. Parce que imaginez que ce soit un asthme et que vous lui déclenchiez une crise d'asthme, un asthme aigu grave, c'est un sujet qui va se retrouver en réanimation, en arrêt respiratoire. Donc, pour penser à faire un test de provocation, il faut avoir une unité de réanimation à côté. Voilà. Donc c'est pour ça que même en cabinet, on ne s'aventure pas à faire un test de provocation bronchique. Il faut être à l'hôpital. Il vaut mieux le faire à l'hôpital avec un service de réanimation à côté. Donc vous avez dit la spirométrie, le test de réversibilité, le test de provocation. Il nous reste quoi? Le débit expiratoire, on n'a pas parlé de ça. Le débit expiratoire, c'est un petit appareil qui permet de quantifier, si vous voulez, la gravité de la crise quand vous recevez un patient.
et la surveillance à domicile. Alors, ça se présente comme ça. C'est un tout petit appareil. Là, vous l'avez en photo et là, vous l'avez vraiment en celui qu'on utilise. Hein. Et puis, avec des graduations. Hein. Et puis, ça va du rouge à l'orange au vert. Et on fait souffler le patient quand il peut, parce que quelquefois, en crise d'asthme, ils n'ont même pas la force d'expirer. Oui, à l'autre photo, donc, ça se voit. Non, c'est la même. C'est bon. Voilà. Alors, on le fait souffler. On le fait souffler. Ça permet de dire dans quel secteur on est, de gravité ou pas. Et après, si on le fait souffler, on lui fait inhaler un bronchodilatateur d'action rapide, permet de lever la crise d'asthme. On le fait souffler pour voir si on a une amélioration. Voilà. Ça permet, avec le curseur, de se placer en sévère en dessous de 150. Entre 150 et 300, on commence à s'améliorer. Et au-delà de 300 et 450, on a restauré la fonction normale. Ok. Voilà. Bon. Peut-on guérir de l'asthme, docteur? C'est une question qui revient. Voilà. C'est vrai que quand on reçoit des parents avec leurs enfants, ils sont inquiets, ils veulent savoir. Effectivement, on ne guérit pas de l'asthme. Hein. Il faut savoir que déjà, il faut accepter la définition que l'asthme est une maladie inflammatoire chronique des bronches. Donc, c'est une maladie avec laquelle on va vivre. Mais on va vivre avec le souci d'avoir le contrôle de l'asthme. Parce qu'un asthme, ça se contrôle. On arrive à passer des années sans faire la moindre symptomatologie, sans faire la moindre crise d'asthme. On parle d'asthme contrôlé. Mais on ne peut pas parler de guérison dans l'asthme. Ce n'est pas une maladie infectieuse pour laquelle vous mettez un antibiotique, vous traitez l'infection. Il n'est pas transmissible, quoi. Non, ce n'est pas transmissible. Il y a un caractère héréditaire, génétique, mais ils sont pas tous forcément, tous les asthmatiques ne sont pas forcément issus d'une famille asthmatique. Les gens confondent entre une allergie et un asthme. Alors, quelle est la différence? Il y a une certaine différence? Oui, alors, c'est pas, bon, enfin, on ne peut pas totalement les dissocier, mais si vous voulez, l'allergie est une entité clinique. Okay. Parce que vous pouvez avoir une allergie respiratoire, une allergie cutanée, une allergie digestive, et l'asthme peut être un des symptômes de l'allergie. Donc, vous êtes allergique, vous avez un asthme allergique. Hein? Mais vous n'êtes pas forcé, vous pouvez être asthmatique sans être allergique ou allergique sans être asthmatique. Voilà. C'est la fausse compréhension. Voilà, c'est des idées en fait. Une personne allergique alors elle est asthmatique ou bien non. Asthmatique elle est allergique. Voilà, alors c'est vrai qu'on reçoit dans notre patientèle des gens qui vous disent docteur, moi je ne suis pas asthmatique, on m'a dit que j'étais allergique, alors que c'est de l'asthme. Mais ça peut être un asthme allergique. Quelle est l'influence du niveau économique-social sur la prise en charge de l'asthme? Voilà, le niveau socio-économique, déjà, c'est apprendre à accepter le diagnostic, connaître la maladie. Et pour ce qui est du niveau économique, surtout, c'est que les produits anti-asthmatiques qu'on a sur le marché coûtent relativement cher. D'accord? Et puis, il y a quand même le suivi des patients. Vous avez des consultations qui sont heureusement ou malheureusement rémunérés. Oui. Il y a un suivi à faire, il y a des examens à faire, et tout ça, ça coûte. Voilà. C'est ça qu'on parle un peu des produits qui reviennent un peu chers quand même. Bon, quelles sont les préventions des crises d'asthme? Alors, on ne parle pas de prévention de crise d'asthme. Si vous voulez, on parle d'un asthme contrôlé. Alors, pour prévenir les crises en particulier, il y a un traitement de fond. D'accord? Et ça, déjà, il faut d'abord avoir accepté la maladie. Il faut être observant, bien prendre le traitement que le médecin vous a prescrit, qui est un traitement de fond. On parle maintenant de l'éducation du patient? Il y a l'éducation du patient, tout à fait. C'est vraiment un chapitre dans la prise en charge de l'asthmatique qui est prépondérante. Si je suis présente au moment d'une crise d'une personne asthmatique, comment puis-je réagir? Déjà, il faut ne pas vous angoisser, ne pas angoisser l'asthmatique. Et c'est vrai qu'il faut, en général, en principe, un asthmatique doit avoir sur lui un traitement de secours, qui est le bronchodilatateur d'action rapide. Sans le nommer, c'est la ventoline. À ce moment, vous demandez à ce patient, est-ce qu'il a sur lui sa ventoline, son traitement de secours?
et vous lui faites inhaler 2 bouffées de Ventoline, que vous renouvelez 5 minutes après. Entre-temps, vous appelez un service... Mais s'il est inconscient, par exemple, il ne peut pas me répondre. Ah ben ça, c'est plus une crise d'asthme. Ça, c'est un état de mal asthmatique. Ah, ok. Ça, c'est un état de mal asthmatique. C'est que le transfert du SAMU. Ça, c'est pas une crise d'asthme. Hein. Ça, c'est un état de mal asthmatique. S'il n'est plus conscient, c'est que c'est un état de mal asthmatique. Je veux dire, c'est une crise d'asthme qui a perduré, qui a été sur plusieurs jours. C'est une attaque d'asthme, en fait. Ou alors un état de mal asthmatique. Bon, ou docteur, un asthme aigu grave, avec perte de connaissance d'emblée. Ok. Bon, docteur, on n'a pas encore parlé de ces dispositifs. Voilà, alors ça, c'est les différents dispositifs de notre arsenal thérapeutique. Vous avez les bronchodilatateurs d'action rapide. Sans le nommer, c'est le salbutamol. C'est pour traiter la crise, en fait. Okay. D'accord? Ça, c'est pour traiter la crise. Alors, vous avez la possibilité d'utiliser l'aérosol directement en demandant au patient d'expirer, d'amener l'embout à la bouche, d'appuyer et d'inspirer et bloquer la respiration. Bon, quelquefois, c'est vraiment très difficile d'utilisation. Alors, on a l'alternative avec la chambre d'inhalation, surtout en crise d'asthme. Vous mettez le dispositif dans la chambre d'inhalation, vous amenez cet embout à la bouche, vous appuyez dans la bouche et vous lui demandez de respirer 5 ou 6 fois. Ça va permettre déjà une meilleure pénétration du produit dans les voies respiratoires, lever le bronchospasme sans les effets secondaires qui sont les tremblements et les palpitations de la ventoline. D'accord? Bon, maintenant, si vous voulez les nouvelles recommandations, nous demande à la limite d'utiliser d'emblée un bronchodilatateur d'action rapide combiné à un corticoïde. Ah, okay. C'est les nouvelles recommandations. Ça, c'est pour le traitement de la crise d'asthme. C'est le même principe. Après, vous avez le traitement de fond. Le traitement de fond qui va permettre, si vous voulez, de protéger, d'éviter les bronchospasmes sur une période de 12 heures. C'est un bronchodilatateur de longue durée d'action. Mais il n'aura pas une action immédiate. Ce sera un produit que vous prendrez. Ça peut apaiser un peu. Ça ne traitera pas la crise d'asthme, parce que c'est un bronchodilateur qui n'a pas la vocation d'être d'action rapide. Okay. On peut à ce moment-là prendre matin et soir ce traitement-là qui va vous protéger d'une crise d'asthme, et en cas de gêne respiratoire sifflante en plus, malgré votre traitement de fond, vous avez le traitement de secours, qui est le bronchodilatateur d'action rapide. Okay. Voilà. Ok. Voilà. C'est la même chose que l'autre encore? Oui, ça c'est une autre forme de... Okay, ça c'est un auto-halleur. Hein, là, vous n'avez pas la manipulation amenée à la bouche et tout. Vous enclenchez le système, vous mettez à la bouche et vous aspirez. Il faut aspirer. Voilà. Alors, pour le traitement de fond, vous avez différents modèles. Vous avez le turbu-alaire. C'est un dispositif qui est vertical. Vous avez une molette. Vous amenez à droite, à gauche. Vous entendez le clic, vous amenez à la bouche et vous aspirez, vous bloquez votre respiration. Ça, c'est ce qu'on appelle un turbu-alaire. C'est le traitement de fond. Okay. Et là, vous avez une forme qu'on appelle discus. C'est un peu le même principe, c'est de la poudre. Oui. Celui-là, il est vertical et celui-là, il est horizontal. Et le principe est le même. Okay. Mais ça, c'est pour le traitement de fond. Il ne faut pas traiter une crise d'asthme avec ça. Voilà. Okay. Donc ces dispositifs peuvent être à la maison, à domicile. Oui, c'est avec l'asthmatique. Voilà. Et en général, un asthmatique devrait avoir, quand il sort, quand il va chez lui, ou sans en faire une obsession, avoir au moins un traitement de secours, c'est-à-dire un flacon de Ventoline dans son... C'est au minimum. Voilà, c'est vraiment au besoin. Surtout pour un asthme qui n'est pas bien contrôlé, qui n'est pas équilibré. Ok, docteur. Voilà. On est arrivé à la fin de l'émission. Merci beaucoup, docteur Ali Badruddin, pneumologue libéral, pneumo-allergologue, membre de la Société sénégalaise de pneumologie. Merci de votre présence et de votre intérêt. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité pour parler d'un sujet aussi important, d'une pathologie qui est fréquente chez les enfants, chez les adultes,
Et il n'y a pas d'âge, hein, c'est de 0 à 70 ans. Hein. Vous avez même des asthmes qui apparaissent de manière tardive. On parle d'asthme tardif. Hein. Vous avez des asthmes vieillis, des asthmes persistants. Bon, c'est vrai que c'est un domaine vaste. Hein. En 30 minutes, bon, on a essayé de brosser un peu toute la question, mais on reste ouvert aux différentes questions. Et voilà, et c'est moi qui vous remercie encore une fois de l'intérêt que vous portez à ma personne en m'invitant. Merci beaucoup. Par le verset coranique, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ainsi qu'en vous-même, n'observez-vous donc pas? Surat Al-Dhariyat, qui est partie, verset numéro 21. Chers internautes, merci de ne pas oublier de liker, de partager cette émission. Et avant tout, n'oublions jamais de remercier Dieu le Tout-Puissant qui nous a créés. Merci à vous tous et à très bientôt.